Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire. Je suis Sylvie Rochard. Je suis coordinatrice des actions d'animation pour le Grève Bretagne. Donc, on vous accueille aujourd'hui avec plaisir pour un rendez-vous sectoriel sur les métiers de l'agriculture. On va vous parler d'une étude qui a été réalisée par la Chambre régionale d'agriculture sur l'évolution des besoins en compétences dans le monde agricole. Donc, vous verrez que les métiers de l'agriculture évoluent avec notamment une diversification des profils d'agriculteurs et des modes de production qui se modernisent. Avant de vous présenter cette étude, on fera un point sur l'emploi agricole en Bretagne et sur le marché du travail. Alors, qui sont les agriculteurs de demain? Qui seront les agriculteurs de demain et quelles compétences devront-ils développer? On en parle donc aujourd'hui avec Anne Bertagnolio, qui est chargée de mission emploi-formation à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Bonjour Anne. Bonjour, bonjour à tous. On en parle également avec Louise Maurice, qui est chargée de projet emploi-formation à l'ANEFA, qui est l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. Bonjour Louise. Bonjour, bonjour à tous aussi. Et on a la chance et le plaisir d'avoir le témoignage de Nolwenn Camus, qui est salariée agricole dans un élevage de porcs. Bonjour Nolwenn. Bonjour, bonjour à tous. Alors tout au long du webinaire, vous pourrez poser vos questions dans le chat. On aura un œil sur le chat et puis on essaiera de relayer au fur et à mesure vos questions aux trois intervenantes. Donc pour commencer ce webinaire, eh ben, je vous propose de commencer par le témoignage de Nolwenn, de manière à rendre les choses bien concrètes. Nolwenn, est-ce que vous voulez bien déjà vous présenter? Nous dire voilà ce que vous faites et puis peut-être nous rappeler également votre parcours, comment vous en êtes arrivé ici aujourd'hui. Donc Nolwenn, je suis salariée d'élevage en porc, donc chez un éleveur naisseur-engraisseur, donc qui fait naître ses porcelets et qui les engraisse. J'ai fait un bac pro, donc CGEA, donc conduite gestion d'exploitation agricole au lycée Latouche de Puermel, en option élevage équin. Donc j'ai réalisé tous mes stages dans l'élevage de chevaux. Et suite à mon obtention du bac pro, j'ai fait un BTS PA, donc un BTS production animale, en apprentissage, en support pendant un an en apprentissage dans l'élevage de chevaux et en deuxième année, donc en remplacement en bovin. D'accord? Donc alors comment ça se fait qu'aujourd'hui vous êtes dans l'élevage de porcs alors que vous êtes formé plutôt dans le monde équestre? Donc j'ai travaillé pendant un an en élevage de chevaux de course. Suite à ça, bon, c'est un métier qui est très prenant, qui est tous les jours. J'ai eu des choses personnelles qui ont fait que j'ai dû changer donc, de secteur. Donc, je suis revenue en Bretagne et l'élevage de chevaux en Bretagne, c'est très, très rare, surtout dans les chevaux de course. Il n'y a pas beaucoup de travail. Donc, comme j'avais déjà fait j'allais le week-end chez un éleveur à côté de chez moi aider en cochon, en porcherie. Du coup, j'ai bien aimé ça. Donc, j'ai commencé à me former en maternité collective. Donc, là où il n'y a que des naissages. On fait que naître les porcelets. Ils partent après, ils partent après le sevrage. Et donc, c'est comme ça que après je suis venue à travailler en porc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer une journée type dans cet élevage? Comment ça commence? Quelles sont les activités que vous menez? Alors, une journée type, donc ça commence vers 7h30, 8h pour, pour la plupart des élevages. Donc, ça commence par suivre l'alimentation donc, des cochons. C'est distribué automatiquement. Donc, nous, on est juste là pour surveiller que tous les cochons mangent bien, qu'ils prennent donc bien leur alimentation. S'il y en a qui prennent pas leur alimentation, on contrôle leur température corporelle pour voir si elles sont malades. Suite à ça, ça distribue donc en fonction de l'ordre. Donc souvent en gestante, c'est donc celles qui tiennent leur porcelet et qui n'ont pas encore mis bas.
Ensuite, on part sur la partie maternité où ils ont déjà leur porcelet ou alors ils sont en mise bas. Ils sont classés par ordre de gestation en fait. Donc, s'il y a des gestantes, s'il y a des en attente d'insémination ou en maternité où là, elles sont en train de mettre bas jusqu'à 3 semaines après mise bas, parce qu'après, il y a le sevrage. Et suite à ça, si elles sont en train de mettre bas ou si ils ont leur porcelet durant les 2 premiers jours de vie, on bloque les porcelets de façon à que les mères écrasent pas leurs petits quand elles se lèvent pour aller manger et qu'elles se recouchent ensuite. Alors, ça veut dire quoi, bloquer le porcelet? On les bloque dans leur nid, on met une plaque, ce qui permet de les bloquer juste dans leur nid où il y a une lampe chauffante pour les porcelets. Et suite à ça, après, on va au quotidien donc faire les soins des porcelets, ce qui s'appelle meuler les dents pour éviter qu'ils abîment leur tétine des mères. Couper les queues pour éviter le cannibalisme après en engraissement. Donc, cannibalisme, c'est qu'ils sont attirés par le sang, ils vont commencer à jouer avec un peu tout et n'importe quoi. Et une fois qu'ils ont goûté au sang, après, bon, ils sont attirés que par ça. Donc, ça peut aller jusqu'à que le cochon il meure. Et ensuite, on fait une injection de fer parce que les porcelets, quand ils naissent, ils sont anémiés en fer. Puis après, voilà, c'est le sanitaire donc des mamans. Si elles sont malades, on leur fait des anti-inflammatoires. S'ils ont de la température, s'il y a des boiteries, on fait un antibiotique. Et ensuite, on retourne comme le matin, c'est l'alimentation, souvent en fin d'après-midi, où on suit le repas, s'il y en a qui sont malades, et la même chose en maternité. Et pour la mise à bas, est-ce que vous faites appel à d'autres professionnels, à des vétérinaires? Ou est-ce que c'est Non, vous qui le faites? en général, on se débrouille, on est autonome sur cette partie-là parce qu'il y a, suivant la taille d'élevage, si on fait appel à chaque fois qu'il y a une mise bas à un vétérinaire, je pense que le coût des frais vétérinaires vont coûter très cher. Donc non, on est à peu près quand même autonome. S'il y a une question, on appelle notre vétérinaire et il nous répond dans la foulée en général. D'accord. Bon, parfait, merci beaucoup. D'après vous, quelles sont les qualités humaines qu'il faut pour exercer ce type de métier? Alors, il faut être rigoureux dans son travail et il faut porter attention au sanitaire de l'élevage, ce qui est important parce que surtout en élevage porcin, enfin dans tous les élevages globalement, mais en élevage porcin, on met en place la biosécurité qui fait qu'on prend des douches avant de rentrer dans les élevages. On ne va pas de secteur engraissement gestante avec les mêmes vêtements. On se change pour éviter les transmissions de maladies. Il faut être animalier parce que c'est des Aimer les animaux. animaux? Voilà, faut aimer les animaux. Faut se dire que c'est un être vivant et que ça mange et ça vit comme nous en fait. Donc voilà, faut être animalier, faut aimer ce qu'on fait. Et pourquoi rigoureux alors? Parce que on est en mise bas, s'il y a un protocole à suivre, une truie va commencer à mettre bas à 11 heures. Si à midi, elle a toujours pas fait d'autres porcelets, il faut intervenir au niveau des hormones. Donc, il y a des produits à utiliser. Sinon, on peut vite perdre la portée, en fait. Et si la mise bas ne se déroule pas dans les 6 à 8 heures, les porcelets vont mourir, en fait. Donc, il faut quand même être rigoureux sur ça. Il faut être assez pointilleux. D'accord. Est-ce que c'est vous diriez que c'est un métier passion aussi ou Oui, il faut quand même aimer. Faut pas, en élevage de porc, on est quand même relativement bien payé maintenant parce qu'ils ont du mal à trouver du personnel. Donc, ils n'hésitent pas quand même à payer correctement par rapport en élevage bovin où c'est un petit peu plus compliqué. Mais il faut pas y aller que pour le salaire quand même. Il faut aimer quand même ce qu'on fait parce que il y a des journées, ça peut être des journées de 8 heures, mais si l'animal est malade ou s'il y a eu une panne dans l'élevage, et que tes animaux, ils n'ont pas eu à manger à telle heure alors qu'ils auraient dû avoir à telle heure, faut pas quand même hésiter à rester peut-être jusqu'à 20 heures parce que faut leur donner à manger, il faut réparer le problème. Donc, il faut quand même aimer ça un minimum et il faut quand même être passionné. Et de toute façon, le milieu agricole, c'est un métier de passion. vous avez des journées d'astreinte peut-être Oui, en général, quand on est autonome, on fait donc des week-ends d'astreinte le samedi, dimanche. En fonction des élevages, c'est pas toute la journée. Des fois, le dimanche soir, on n'est pas forcément obligé d'y retourner. Ça dépend là où on est affecté dans notre secteur. Je sais que en engraissement, on y passe le dimanche, on n'y passe qu'une fois. En maternité, si on est dans notre période de mise bas, je sais que le dimanche soir, on retourne souvent voir si tout le monde va bien. Ça Ok. dépend des stades où on est.
Ok. Hum, est-ce que vous pourriez donner, enfin, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux personnes qui souhaitent se reconvertir en agriculture? Est-ce que il y a des choses auxquelles vous pourriez penser et qui pourraient les aider pour se reconvertir? Qu'il faut oser venir se former parce que aujourd'hui, beaucoup aimeraient essayer. Il ne faut pas avoir d'appréhension sur l'élevage porcin en particulier, parce qu'on est enfermé. Aujourd'hui, il y a des bâtiments qui sont quand même agréables à travailler, c'est ouvert, on rentre dans des normes de bien-être animal. Voilà, ça devient quand même agréable. On a des conditions de travail qui sont agréables aussi, avec des douches, des sanitaires, des salles de pause. Il ne faut pas hésiter à venir se former, à venir découvrir, à faire des stages. Et voilà, faut oser venir se former auprès des éleveurs, à faire les démarches. C'est pas forcément eux qui viendront les chercher, il faut oser venir chercher les éleveurs pour qu'ils puissent se former auprès de nous, quoi. Bon, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Enfin, je vois que là, d'ailleurs, il y en a une de Laurence. Est-ce que les services de remplacement sont régulièrement sollicités dans ce type d'élevage? Du tout. C'est très rare qu'on fait appel à des services de remplacement. Déjà, il n'y a pas beaucoup de monde pour venir remplacer un élevage porcin, notamment au Cérémort, au SDAEC. Il n'y a pas beaucoup de salariés parce qu'on est en manque de main-d'œuvre au niveau porc, plus qu'au niveau bovin, je dirais. Je sais que nous, on fait appel à un service de remplacement extérieur qui est un monsieur qui est à son compte, en fait, installé directement à son compte et qui fait que ça. Et je sais qu'il a du boulot par-dessus la tête, qu'il est plein dans ses plannings, voilà. Mais non, non, il n'y a pas beaucoup de monde pour remplacer un élevage de porc et les éleveurs font beaucoup moins confiance. Et peut-être dernière question, sauf s'il y a des questions également dans le chat, n'hésitez pas, mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'exercer dans l'agriculture? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors moi, je suis issue, ma maman est installée en élevage laitier, donc j'ai toujours aimé les animaux. Pour moi, c'était depuis que je suis petite, je sais que je veux travailler dans les animaux depuis que je suis petite. Bon, mon orientation était plus dans les chevaux de base, mais ça se regroupe quand même particulièrement et le fait de travailler en élevage de porc me permet aussi le week-end donc d'exercer ma passion, notamment de suivre les courses, de toujours avoir un pied dans le milieu du cheval. Mais voilà, je savais depuis petite que je voulais travailler avec les animaux. Ma mère, elle m'a fait la passion de ça. D'accord, bah, merci beaucoup Nolwenn pour ce témoignage. S'il n'y a pas d'autres questions, on va poursuivre. Bah, écoutez, je vous propose, merci beaucoup Nolwenn pour ce témoignage. Je vous propose donc de poursuivre. Je vais maintenant passer la parole à Anne Bertagnolio pour nous présenter un panorama de l'agriculture en Bretagne avec peut-être quelques chiffres. Tout d'abord, Anne. Donc effectivement, je vais vous présenter quelques chiffres, enfin quelques éléments sur l'emploi dans le secteur agricole en Bretagne. Alors déjà, je vais commencer par quelques chiffres clés. Donc déjà, alors en Bretagne, on a de l'ordre de 70 000 emplois en agriculture. On est quand même la première région agricole de France, hein. On est en tête dans de nombreuses productions, notamment le lait, le porc, la volaille, les œufs, aussi en production en légumière, pardon, avec les tomates, les artichauts, les choux-fleurs, les échalotes. Et donc, alors ces 70 000 emplois, ils concernent les activités de culture et d'élevage, mais on prend aussi ici en compte quelques activités en plus, hein, notamment tout ce qui est entreprise paysagiste ou entreprise de travaux agricoles. Je détaillerai tout à l'heure un peu les chiffres. Quand on parle agriculture, ben, on identifie souvent les métiers d'agriculteur, hein, donc le chef d'entreprise agricole, mais ben, c'est un secteur où il y a aussi beaucoup de salariés, ça, ben, tout le monde ne le sait pas. Et donc là, en équivalent temps plein, ça représente de l'ordre de 35 700 salariés en équivalent temps plein dans le secteur. Ces 70 000 actifs, ils travaillent dans 24 600 entreprises agricoles. Et tous les ans, c'est de l'ordre de 1 000 personnes qui vont s'installer en agriculture. Donc, la plupart, ils reprennent des fermes existantes, mais on a aussi un peu de création d'entreprises, notamment dans certaines productions, par exemple le maraîchage. Voilà. Euh, pour la préparation au métier, donc, on a des formations agricoles qui relèvent de l'enseignement agricole, donc du ministère de l'Agriculture. Et en Bretagne, donc l'enseignement agricole, c'est à peu près 18 000 jeunes, scolaires et apprentis. Mais l'enseignement agricole forme
au-delà des métiers de l'agriculture, hein, il y a aussi des formations, tout ce qui est formation générale, technologique, commerce, transformation, services en milieu rural, par exemple. Mais donc, pour les métiers qui concernent spécifiquement la production agricole et aussi l'aménagement, puisque là, on va y retrouver les formations en travaux paysagers, c'est de l'ordre de 8 000 jeunes. Alors, je vais détailler maintenant les chiffres qui concernent l'emploi, donc les 70 000 actifs là dont j'ai parlé. Alors déjà, en termes d'évolution, c'est vrai que l'emploi agricole, il a tendance à diminuer, notamment du fait d'une baisse du nombre d'actifs familiaux, donc essentiellement les chefs d'exploitation. Bon, ça s'explique alors notamment par des gains de productivité, mais on voit aussi qu'en parallèle, la baisse du nombre d'agriculteurs, elle est compensée par la progression du salariat. Donc aujourd'hui, alors là, donc sur le graphique, vous voyez que la moitié en gros de la main-d'œuvre agricole est salariée. Et si on remonte à 2000, c'était seulement 27%. Donc du coup, on a une transformation au niveau des structures agricoles. Alors, il y a une grande diversité de structures qui dépendent de plein de paramètres. J'y reviendrai tout à l'heure, hein, dans la deuxième étude, enfin dans la deuxième partie de ma présentation. Mais notamment globalement au niveau des structures, des exploitations, ce qu'on voit, c'est qu'on a des exploitations donc qui s'agrandissent avec des collectifs de travail plus importants, donc avec plus de salariats. On a plus de sociétés aussi, avec des agriculteurs qui s'associent entre eux, ce qui permet d'optimiser les outils de production, de gérer la complémentarité de compétences. Ça évite aussi l'isolement, ça permet de se remplacer. Et donc, globalement, ça permet une meilleure organisation du travail. Alors, si on regarde maintenant les actifs en fonction des productions. Alors là, sur les graphiques, je vous précise, on est uniquement sur toutes les activités de culture et d'élevage. Je donnerai des précisions sur les autres activités dont j'ai parlé là, sur la diapo suivante. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est que selon les activités de production, on a des volumes d'emploi. Alors là, on est en équivalent temps plein. On a des volumes d'emploi qui sont différents et aussi on a des différences entre nombre de chefs d'exploitation, donc en vert, et puis nombre de salariés en violet mauve. Alors, justement, Christelle Oui. pose la question dans le chat, est-ce qu'on connaît le nombre d'exploitations qui sont employeuses de main-d'œuvre agricole? Ah oui, on le connaît, mais je ne l'ai pas en tête. Bon, alors justement, je vous ai mis dans le chat les coordonnées des deux intervenantes. Donc voilà, si besoin, si nécessaire, si Ouais, besoin de compléter l'information, vous pourrez les contacter par mail pour avoir ce type ouais. d'éléments. Ouais, c'est vrai que bon, je sais, j'ai ou j'avais des chiffres là-dessus, mais bon, là, je ne l'ai pas mobilisé récemment, donc j'ai pas le chiffre en tête, mais je regarderai. Alors, donc là, si on regarde les graphiques, ce qu'on voit, c'est que en nombre d'agriculteurs, c'est le lait qui domine avec un peu plus de 11 000 agriculteurs en équivalent temps plein. Donc, c'est quand même la production dominante, enfin, en tout cas, des productions dominantes en Bretagne. Et on voit qu'en nombre de salariés, c'est alors en face, hein, vous voyez alors là les agriculteurs, donc les salariés, là on est plutôt à 2500. Donc ça fait en gros un salarié pour 4,4 chefs d'exploitation. Mais c'est un secteur où le salariat a beaucoup augmenté ces dernières années. On a une forte structuration du secteur et notamment depuis la fin des quotas laitiers en 2015. Mais vous voyez, la spécificité, c'est qu'on est vraiment sur des activités avec plus d'actifs non salariés et moins de salariés, même si là, ça se développe beaucoup actuellement. Par contre, si on regarde en dessous, alors tout ce qui concerne les cultures spécialisées avec légumes, fleurs, horticulture, les fruits. Donc là, vous voyez, vous avez beaucoup euh, comment dire, de salariés. On est à 7 700 équivalents temps plein, dont une partie donc de salariés permanents et puis une partie forcément de salariés saisonniers. Et en face, on est sur un nombre moins important d'agriculteurs qui est là de l'ordre de 2500. Après, vous avez toutes les productions majeures, hein, de la région, avec tout ce qui concerne le porc, la volaille, et puis bon, on peut y ajouter les élevages mixtes, hein, porc-volaille. Donc ça fait de l'ordre, si on cumule tout ça, hein, ça fait de l'ordre de 6200 agriculteurs et 5000 salariés équivalents temps plein. Et on voit que en porc, hein, on a quand même beaucoup de salariats. Donc, et vous avez vu, hein, la part, donc en violet les salariés permanents et les salariés saisonniers. Alors, en mauve, en équivalent temps plein,
ça représente, bon, alors pour ces activités saisonnières qui sont ici, notamment les légumes, ça représente une part importante. En nombre de personnes, c'est beaucoup, beaucoup plus important, forcément, puisqu'on est sur des contrats courts. Bon, je détaille pas plus. Euh, alors, juste un petit info en plus, la part des femmes, donc c'est de l'ordre de 30% en agriculture. Ça bouge pas beaucoup dans le temps, hein. C'est 27% pour les agriculteurs et 32% pour les salariés, avec de grosses différences selon les productions, mais je vais pas détailler. Ce que je peux dire, par exemple, c'est que on a de plus en plus de femmes qui s'installent comme chefs d'exploitation, hein. Alors, soit qui s'installent toutes seules, voilà. Et aussi beaucoup, avant, on avait beaucoup de femmes conjointes d'exploitants, donc il y avait soit le statut de conjointe d'agriculteur, soit pas de statut du tout. Mais c'est vrai que les femmes prennent leur place et, et voilà, et s'installent pour avoir vraiment un statut et les responsabilités qui vont avec et aussi les avantages sociaux, etc. Alors, après, ah oui, alors je vous disais donc tout à l'heure, on était juste sur les activités de culture et d'élevage, mais c'est vrai que dans nos chiffres, on prend aussi en compte d'autres activités agricoles enfin, voilà. Alors, je vous ai remis les chiffres pour les exploitations agricoles, hein, en haut. Mais après, on a aussi le secteur du paysage, qui représente quand même 6500 salariés en Bretagne, sachant qu'ici, on est bien sûr que sur les entreprises privées, le secteur privé. On n'est pas, voilà, parce qu'il y a aussi plein de jardiniers ou de paysagistes dans les collectivités territoriales. Là, on est bien sur le champ des entreprises privées. Après, vous avez deux lignes là qui concernent tout ce qui est lié aux travaux des champs, pour les activités liées aux cultures, les semis, les récoltes, l'ensilage, etc. Donc une partie est déléguée dans des entreprises privées, donc les ETA, les entreprises de travaux agricoles. Là, c'est de l'ordre de 2700 salariés dans ces structures. Et puis, bon, on a aussi des CUMA, des coopératives d'utilisation du matériel agricole. Donc, comme c'est dit, c'est pour utiliser en commun le matériel, donc mutualiser les coûts entre plusieurs agriculteurs. Donc là, c'est de l'ordre de 500 salariés équivalents temps plein, sachant que toutes les CUMA n'ont pas de salariés, hein, bien sûr. C'est les agriculteurs qui peuvent aussi gérer eux-mêmes le matériel, enfin l'utiliser eux-mêmes. Après, on en parlait tout à l'heure, les services de remplacement, donc qui permettent oui, d'être se faire remplacer pour les vacances, partir en formation, en cas d'arrêt maladie ou de congé maternité. Effectivement, je pense alors on a des gros services de remplacement comme des structures plus départementales ou interdépartementales, hein. Les plus connus, c'est le SDAEC ou le CEREMOR. Puis il y a des services de remplacement aussi plus petits au niveau local. Puis une autre forme d'emploi, ce sont les groupements d'employeurs, qui permettent d'embaucher des salariés à plusieurs, parce qu'on a beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas besoin d'un salarié à temps plein. Alors il y a des groupements d'employeurs qui vont être créés par plusieurs exploitations ou alors donc ils vont gérer eux-mêmes la main-d'œuvre du groupement d'employeurs, ou alors on a des groupements d'employeurs départementaux. Donc là, on a vraiment une structure plus importante qui gère alors le recrutement, les fiches de paye, l'affectation des salariés. Enfin voilà, c'est des structures plus importantes et qui apportent des services aussi donc aux agriculteurs. Donc vous voyez, tout ça, c'était aussi pour vous montrer la diversité des formes d'emploi en agriculture. Alors, je vais continuer. Donc, alors, un des enjeux actuels au niveau de l'agriculture, c'est sur nos questions d'emploi, disons, c'est le recrutement des actifs. Alors, ça concerne les salariés, mais là, je laisserai Louise en parler. Et puis, ça concerne aussi donc les agriculteurs, puisqu'on a de gros besoins en renouvellement pour les agriculteurs actuellement. Donc, vous voyez ici sur le graphique, oui, le graphique, le vieillissement des agriculteurs, où vous voyez qu'en 10 ans, là, les agriculteurs, le nombre d'agriculteurs dans les classes d'âge les plus âgées a fortement augmenté, donc entre 2012 et 2022. Donc, en gros, la part des agriculteurs de plus de 50 ans aujourd'hui, c'est 55% et 38% pour les agriculteurs de plus de 55 ans. Donc, il y a besoin de renouvellement. Alors, je disais, une partie des agriculteurs peuvent être remplacés par du salariat, il y a des gains de productivité, mais il faut quand même installer, pour pouvoir gérer les structures. Donc Et là, on donc, parle bien alors, des chefs d'exploitation, on ne parle pas des salariés agricoles, c'est bien ça? oui, oui, là, on est vraiment sur le remplacement des chefs d'entreprise agricoles. Mm.
Et alors le souci, c'est que on a un taux de remplacement qui est actuellement de 49%, donc ça veut dire qu'on remplace un départ sur deux, avec de grosses différences aussi selon les productions. Et en élevage, où on a quand même les activités agricoles quand même les majeures pour la région, hein, on est plutôt à une installation pour trois départs. C'est particulièrement vrai en porc notamment, hein, voilà. Et par contre, en légumes, notamment avec l'attrait du maraîchage, hein, il y a beaucoup de gens. En plus, c'est plus facile de s'installer en maraîchage. Enfin, je le dis entre guillemets quand même parce que ce n'est pas facile, mais voilà, on est sur des plus petites surfaces. Bon. Et là, à l'inverse, on a plus d'installations que de départ. Mais Alors, voilà, globalement, on a de gros besoins, voilà, pour installer des jeunes agriculteurs. ouais. Si Donc, si on parle juste du maraîchage, il y avait une question, je fais le lien. Françoise demandait si les pépinières sont comptabilisées avec les cultures légumières. oui, alors tout à l'heure dans les chiffres d'emploi, oui. D'accord, Enfin, alors ça dépend parce qu'on a des chiffres de différentes sources. Pour quand on est sur, par exemple, quand on parle des cultures spécialisées, oui, il y a les pépinières et je pense que, oui, du côté de, comment dire, oui, oui, même du côté des données du ministère, on parle d'horticulture. Alors, normalement, enfin, on parle de légumes, d'horticulture et les pépinières sont dans l'horticulture ornementale, hein, je parle. d'accord. Donc, pour moi, les pépinières sont là, oui. Donc, voilà, moi, sur cette partie, c'est. Ben, merci Anne pour ces premiers éléments. Vous n'hésitez pas à continuer à poser des questions dans le chat. Vous voyez, je les prends au fur et à mesure et puis j'essaie de les poser aux deux intervenantes. On va maintenant pouvoir passer la parole à Louise, voilà, qui va nous faire un petit point sur le marché du travail, les secteurs qui recrutent le plus et puis peut-être aussi des outils pour s'informer sur ces métiers. Oui. Du coup, les ANEFA animent une bourse de l'emploi qui s'appelle l'agriculture-recrute.org. C'est un site qui permet de mettre en relation tous les employeurs qui cherchent à recruter en agriculture et en paysage, et finalement toute personne qui est intéressée par les métiers de l'agriculture. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de salariés agricoles et ça a une répercussion sur le marché de l'emploi. On voit que chaque année, on a de plus en plus de projets de recrutement. Et l'année dernière, en Bretagne, sur le site L'Agriculture Recrute, on avait près de 1850 offres d'emploi à pourvoir. Donc, ça représente 3000 postes donc, sur les métiers, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, en élevage, en production végétale, mais aussi en machinisme et en production en paysage. Il y a un point à retenir, c'est qu'il y a quatre grands secteurs qui recrutent le plus en Bretagne. Le premier, c'est le secteur du maraîchage, avec la particularité qu'il y a d'importants besoins en emploi saisonnier. Il faut savoir que 60% des offres qui étaient à pourvoir en maraîchage l'année dernière, c'était pour des emplois temporaires. Et les saisons, elles peuvent être longues. Par exemple, en tomates, on a des CDD à pourvoir de 8 mois. On commence la saison en février et ça va jusqu'à octobre-novembre. Le deuxième secteur qui recrute le plus, c'est l'élevage laitier. C'était un quart des offres d'emploi à pourvoir l'année dernière. Et c'est un secteur qui a connu un boom important de recrutement, de projets de recrutement, parce que on a des entreprises qui avaient un schéma assez classique parents-enfants, et les parents partant à la retraite, on avait des jeunes agriculteurs qui se sont tournés vers le salariat, et c'est vrai qu'on a eu un boom des besoins en salariés en élevage laitier à partir de 2018 assez important, et notamment dans un département qui est l'Ille-et-Vilaine, qui est le département laitier par excellence, on va dire. Le troisième secteur, c'est l'élevage porcin. Donc, c'est 20% des offres d'emploi. La particularité en élevage porcin, comme en élevage laitier, finalement, c'est qu'on retrouve beaucoup d'emplois pérennes. À titre d'exemple, c'était 86% des offres en élevage porcin, c'était en CDI ou en CDD de plus de 6 mois.
Donc, on va retrouver beaucoup d'élevage, enfin beaucoup d'emplois pérennes en élevage. Et enfin, le quatrième secteur qui est recruté le plus via l'agriculture recrute, c'est le secteur du machinisme, notamment pour des postes de conducteurs d'engins agricoles qu'on va retrouver dans les exploitations, mais aussi dans les ETA ou CUMA, donc les entreprises de travaux agricoles. Viennent ensuite l'horticulture, la pépinière, l'arboriculture, la polyculture élevage, l'aviculture et le paysage. Et c'est vrai qu'en équin, en Bretagne, on a très très peu d'offres. Ça tient peut-être sur les doigts d'une main et encore en Bretagne. Donc c'est pas le secteur, c'est un secteur qui est totalement bouché. Si on regarde au niveau géographique, quels sont les endroits où on a le plus d'emplois à pourvoir, sachez qu'on a des zones qui sont boostées hein, par certains secteurs, notamment je pense au Nord Finistère, vous voyez sur la carte, donc en plus foncé, c'est là où il y a le plus d'offres d'emplois à pourvoir. Le Nord Finistère et Côte d'Armor, ce sont des zones légumières où on a un fort besoin en emplois saisonniers. Donc, c'est vrai qu'on a des zones qui vont avoir un besoin d'emploi important. Mais ce qui est à retenir, c'est que sur l'emploi agricole, les besoins d'emploi, ils sont diffus finalement sur l'ensemble du territoire. Par exemple, l'élevage laitier, on va retrouver partout en Bretagne. Hein. On ne va pas faire 30 ou 50 kilomètres avant de trouver une exploitation agricole. Et c'est des emplois à pourvoir essentiellement en zone rurale. Et je terminerai mes propos pour vous montrer les top 5 des postes que l'on recrute le plus en Bretagne. Donc les deux premiers, ce sont des postes en élevage. On recherche des agents d'élevage en lait et en porc. Viennent ensuite des postes d'agents séristes, donc pour travailler sous serre des postes de culture, d'agents de culture légumière. Donc là, cette fois-ci, c'est plutôt en plein champ. Et le top 5 se finit par le poste de technicien d'élevage en élevage porcin et en élevage laitier. Euh, c'est vrai qu'en élevage, et notamment en porc et en lait, c'est les secteurs qui sont le plus en tension, c'est-à-dire c'est là où il y a le plus d'opportunités d'emploi et c'est là où on a le plus de difficultés à pourvoir ces offres-là. Et c'est vrai que, comme disait Nolwenn tout à l'heure, on a beaucoup de personnes qui sont intéressées par l'agriculture, avant tout par les métiers de la production végétale et qui connaissent finalement très peu les métiers en élevage. Et le rôle des ANEFA, c'est aussi de faire découvrir finalement les champs du possible, la diversité des métiers. Et on a des dispositifs de découverte des métiers notamment ce qu'on appelle des voyages en agriculture, qui permettent à des personnes qui n'ont jamais mis un pied dans une exploitation agricole, dans une entreprise, de pratiquer les gestes du quotidien, d'aller faire la traite, d'aller faire des soins au porcelet et du coup de se rendre compte aussi des métiers. Et Donc comment ça, ça se c'est passe alors, Louise, par rapport aux personnes qui nous écoutent, les conseillers d'orientation? Est-ce qu'ils doivent contacter la NEFA pour mettre en relation la personne qui est intéressée pour oui. découvrir ces métiers avec vous? Oui? Oui, c'est vrai. Donc, on a un programme des voyages en agriculture là, sur notre site lanefa.org. On peut retrouver les prochains voyages qui vont avoir lieu, qui sont organisés par les ANEFA en département. Et après, il suffit que le conseiller appelle l'ANEFA et après, on gère, on va dire, euh, le déroulement de la journée avec la personne. Donc, c'est en petits groupes, hein, c'est des groupes de 8 à 10 personnes, principalement des publics de recherche d'emploi ou en reconversion, ou qui se posent tout simplement des questions. Et tiens, et pourquoi pas l'agriculture? Voilà. J'avais une petite question, Louise. Oui. Euh, c'est quoi la différence entre l'agent d'élevage et le technicien d'élevage? Et ben, le technicien d'élevage, alors tu vas sûrement, Nolwenn, tu connais sûrement mieux les réponses que moi, mais c'est vrai que le technicien d'élevage a plus de responsabilités. C'est lui qui Ok. va assurer notamment le suivi des indicateurs, qui peut-être déjà des fois aussi plus spécialisé. Notamment, et qui va gérer aussi tous les aspects sanitaires dans l'exploitation. Ce qui est à noter aussi, tu vas pouvoir peut-être me compléter aussi, Nolwenn, mais ce qui est à noter, c'est qu'il y a c'est des métiers où on peut évoluer, on peut être agent d'élevage, devenir technicien d'élevage, responsable de site, et le salariat, on le sait, c'est aussi une voie d'excellence pour s'installer en agriculture. Donc il y a finalement une palette de possibilités en agriculture. Nolwenn, tu veux compléter les propos de Louise peut-être?
Alors, je pense qu'au niveau des éleveurs, il y a peu de personnes enfin, il y a peu d'éleveurs qui font la différence entre un agent d'élevage et le technicien d'élevage. Je sais par exemple qu'en porc, on parle plus en tant que technicien d'élevage et en bovin lait, on parle peut-être plus en agent d'élevage. Mais en porc, D'accord. le technicien d'élevage reste l'agent d'élevage doit autant faire attention aux sanitaires que le technicien d'élevage. Donc, je pense que ça se regroupe un petit peu. Et je regardais juste dans le chat et je voyais le niveau d'études demandé pour la plupart des postes à pourvoir. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, pour intervenir dans beaucoup au lycée Latouche agricole auprès des élèves, un BTS est quand même le minimum aujourd'hui et qu'il faut pousser aujourd'hui les jeunes à le faire parce qu'aujourd'hui, les éleveurs, plus ça va, plus ils deviennent pointilleux sur les méthodes d'élevage, sur leurs exigences, sur l'apprentissage de la zootechnie, sur l'alimentation, de tout ce qui est assimilé au niveau, euh, au niveau résultat technique, en fait, par rapport à l'alimentation, qu'on va retrouver, faire le lien technique qu'on a appris à l'école et la pratique en élevage. Et je pense qu'aujourd'hui, les éleveurs demandent beaucoup d'exigences et en ont encore plus, surtout les jeunes qui ont relativement fait un BTS pour s'installer, qui en connaissent déjà davantage. Donc, Donc, un niveau d'études qui est demandé, qui est peut-être un petit peu plus élevé, plutôt effectivement BTS plutôt que niveau bac pro, quoi. Après, à noter aussi que on a de plus en plus d'éleveurs qui sont prêts à former les salariés qui n'ont aucune expérience ou aucun diplôme en agriculture et qui prennent du temps sur le temps de l'entreprise pour accompagner et favoriser la montée en compétence du salarié qui vient d'être embauché. C'est ce que Donc c'est disait vrai que Françoise dans le chat, effectivement, oui, que ouais, certains privilégient de recruter un technicien pour avoir plus d'autonomie, mais d'autres vont privilégier de recruter un agent et puis ils vont le le former former. pour qu'il monte en compétences. mais malheureusement, aujourd'hui en port, il y a très peu qui osent, moi je sais pas, par rapport quand j'entends parler, prendre des stagiaires et les former parce qu'ils ont peur des répercussions derrière aussi au niveau sanitaire. Il y a des choses qu'on peut voir qui vont peut-être être répertoriées au niveau réseaux sociaux, comme on parle beaucoup d'aide 214 aujourd'hui en ce moment. Il y en a beaucoup qui mettent le pied sur ça. Il faut qu'ils ont le temps de former. Et il y en a beaucoup qui disent avoir le temps, mais qu'au final, une fois qu'ils l'ont, ils se retrouvent à dire, ah, en fait, j'ai pas le temps, notamment mon patron. Moi, quand il prenait des stagiaires, c'est moi qui les formais parce que lui n'avait pas forcément le temps de les former. D'où Et voilà. l'intérêt de passer aussi par des associations telles que la NEFA pour que ça puisse être organisé et que les entreprises voilà, soient d'accord pour vraiment accueillir les personnes qui font des stages ou des immersions de découverte des métiers. J'avais une autre question dans le chat, c'était par rapport aux besoins. Est-ce que c'est plutôt des besoins à temps plein ou à temps partiel? Oh Euh, là là, il y a de tout. alors, entre Ouais. plusieurs exploitations, donc je pense que là, Valérie posait peut-être la question aussi par rapport au temps partagé dont parlait Anne tout à l'heure. On a des temps pleins essentiellement à pourvoir, mais on a aussi, en fait, on a toutes les formes de travail. On peut aussi avoir du temps partiel, notamment en élevage laitier, ça se fait. Des temps avec d'ailleurs des coupures. Il y a plein de formes d'emploi en fait qui se font aujourd'hui. Et je pense que vu qu'on a des difficultés à recruter, les employeurs s'adaptent aussi de plus en plus ou essayent de s'adapter de plus en plus aux besoins et aux attentes des futurs salariés qu'ils vont avoir dans leur équipe. Donc en fait, il y a de multiples Un formes peu de qui tout, existent. oui. Ouais. Ok. Il y avait une autre question, je vais essayer de prendre quand même l'ensemble de vos questions, même s'il y en a, il y en a beaucoup, mais les futurs installés ont-ils des difficultés à trouver du foncier lorsqu'il s'agit d'installations hors cadre familial? Bah, c'est sûr que enfin, la problématique du foncier, c'est une problématique par rapport à l'installation, hein, par rapport au coût. Oui. Et aussi, alors ça dépend aussi sur quoi on s'installe, enfin, le nombre d'hectares à reprendre ou pas. Et puis ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a des différences entre les exploitations à reprendre et les projets des jeunes aussi. Des fois, ça ne matche pas. Du coup, ça peut être, alors ça va au-delà du foncier, mais ça joue aussi par rapport aux problématiques de reprise. Et puis c'est vrai que alors, et au-delà du foncier aussi, c'est vrai que le coût à l'installation peut être important et notamment hors cadre familial, ça peut être des freins à l'installation. D'où aussi l'intérêt de s'installer dans une société où voilà, il y aura de reprendre de rentrer dans une exploitation existante où le coût pourra peut-être être
un peu moins élevés. Hmm. Il y Mais avait oui, une question c'est une également problématique, hein. sur Et puis, il les... y a aussi la concurrence avec les activités non agricoles, hein, le foncier qui part à l'urbanisation, à l'aménagement du territoire, ça aussi. Alors, ça s'est beaucoup freiné, hein, quand même ces dernières années, par rapport à une époque où vraiment on perdait des surfaces agricoles de manière plus importante. Là, il y a eu Bah, un merci à vous frein. deux. Je propose qu'on poursuive. Il y avait une question de Laurence tout à l'heure voilà, qui était impressionnée par le taux de Oui, remplacement des départs et ouais, qui demandait quels étaient oui, les profils des nouveaux agriculteurs. Donc, vraiment ouais, une transition très ouais, bienvenue pour nous, puisque du coup, je vous propose maintenant de passer à la présentation de l'étude sur l'évolution des compétences et les besoins en compétences pour les agriculteurs de demain. Et donc, je vais laisser la parole à Anne pour ouais. nous présenter cette étude. Ouais. Alors, je voulais comme juste réagir sur le taux de renouvellement qui était impressionnant. Alors, je ne sais pas s'il est impressionnant, mais je voudrais quand même préciser qu'avant, alors c'est un peu technique, mais on calculait le taux de renouvellement par rapport aux installations des jeunes de moins de 40 ans, parce que c'est un âge jusqu'auquel on peut avoir des aides. Et maintenant, comme bah, il y a de plus en plus d'installations à tous âges, des gens qui s'installent plus tard, du coup, maintenant, on le calcule sur toutes les installations, quel que soit l'âge. Et du coup, euh, ça a amélioré le taux de renouvellement. Mais donc, voilà, enfin, c'est peut-être que la personne avait plutôt cette idée de une installation pour trois départs et maintenant on parle plutôt d'une installation pour deux départs. Donc, ce qui améliore le taux, mais en fait, c'est pas, c'est juste la méthode de calcul qui a changé. Donc, je voulais juste le préciser. Voilà. Donc, nous, on voudrait installer quand même un peu plus. Merci, Anne. Voilà. Euh, Alors, bon, donc, après cet aparté, donc, effectivement, je vais vous présenter maintenant donc une étude prospective qu'on a réalisée en 2022 sur cette question des compétences. Donc bon, alors je ne précise pas tous les partenaires toutes les personnes qui ont contribué à ce travail. Euh, alors en fait, il y a deux approches dans cette étude. Donc, je vais essayer de vous synthétiser ça rapidement. Donc, sur la première approche, là, on a essayé de faire le lien entre l'évolution du secteur et les besoins en compétences. Alors, je vais le redire, on est dans un secteur qui bouge beaucoup, donc il faut s'adapter à ces changements, et donc ça a des conséquences sur les besoins en compétences. Et puis aussi, on a essayé de mettre ça au regard des besoins en formation. Alors déjà, bah, il faut repartir, et on est reparti donc des évolutions qui touchent le secteur agricole, sachant qu'il y a beaucoup de facteurs. Donc, enfin, je vous en ai listé la plupart ici. Alors déjà, bah, tout ce qui est au niveau des modes de production, des systèmes, voilà. Alors, il y a le conventionnel, le bio, mais alors, bon, il y a plein d'autres systèmes, ou je sais pas, on peut parler d'agroforesterie, de permaculture. Bon, même si tout ça, c'est plus marginal, mais voilà, c'est pour dire que les choses, voilà, il y a différents modes de production possibles. Au niveau des techniques aussi, voilà, est-ce que je mécanise, quel choix génétique, enfin, bon, voilà, au niveau du travail du sol, comment je fais. Au niveau des outils aussi, ces dernières années, bah, on a quand même une véritable accélération au niveau du développement de tout ce qui est de nouvelles technologies, le numérique, les équipements, les matériels connectés, hein, j'y reviendrai tout à l'heure. Sur l'organisation du travail, bah, on a déjà parlé avec l'agrandissement des exploitations, bah, on a un développement des sociétés, du salariat, et des questions, est-ce que j'internalise ou est-ce que j'externalise certaines activités, voilà. Donc tout ça, ça fait bouger l'organisation donc dans les exploitations. Alors un autre facteur majeur là, c'est quand même, on est quand même sur des marchés donc agricoles qui sont de plus en plus complexes et instables. Donc, on est sur des marchés mondiaux, spéculatifs. Donc ça a des conséquences sur les prix des matières premières au niveau, enfin, donc en fonction de la demande mondiale, en fonction des aléas climatiques, en fonction du contexte géopolitique, hein. On a vu ce qui s'est passé il y a 2 ans avec la guerre en Ukraine, hein, ça a bouleversé quand même les marchés agricoles et aussi le marché de l'énergie. Ensuite, on a toutes les évolutions bah, qui concernent la demande des consommateurs. Alors, il y a quelques années, voilà, on parlait du bio, les produits du terroir, mais là, on voit que ça évolue encore plus vite. Alors voilà, on veut moins de viande, plus de protéines végétales, on veut du local, on mange vegan. Il y a aussi la question du consentement à payer, hein, qui est là aussi. Et puis, toutes les attentes de la société, avec que ce soit des préoccupations sociales, écologiques, éthiques, voilà, par rapport aux produits agricoles. On a aussi bah, toutes les questions qui touchent à l'environnement, au changement climatique et à la gestion des ressources, hein. On peut penser notamment à la ressource en eau.
Et puis, on en a parlé tout à l'heure aussi, tout ce qui concerne la maîtrise des risques sanitaires. Sur les activités, bah c'est pour là, on fait enfin, on sait, hein, les activités agricoles, elles se diversifient. Alors, on voit bien dans les exploitations, on transforme à la ferme, on commercialise en circuit court, on fait du tourisme à la ferme. Mais tout ça, ça bouge beaucoup aussi. Donc, on a de plus en plus d'activités qui sont liées notamment avec tous ces facteurs environnementaux, par exemple la production de biomatériaux, la valorisation des coproduits agricoles, et puis aussi tout ce qui est production d'énergie. Hein, alors, ça a commencé il y a quelques années, enfin, voilà la méthanisation, mais bon, maintenant c'est le photovoltaïque, l'agrivoltaïsme, etc. Donc voilà, tout ça bouge. Puis bon, alors, c'est pas nouveau, là, c'est tout ce qui est lié aux politiques agricoles, que ce soit au niveau national ou européen. Donc, les agriculteurs, ils doivent prendre en compte et s'adapter, notamment aux évolutions réglementaires, hein, que ce soit en matière d'environnement, de gestion des ressources, d'urbanisme, par exemple. Donc, tout ça pour dire que tous ces Un facteurs ont des contexte conséquences. particulier, effectivement, et puis des évolutions déjà au niveau du contexte qui sont à prendre en compte, quoi. Voilà, et qui ont des conséquences donc sur les métiers, sur les activités, sur les métiers et donc sur les besoins en compétences. Oui. Alors du coup, au final, on arrive alors à ce schéma. Alors en fait, l'idée c'était de voir ce qui relève de la formation initiale, donc en bleu. Alors tout ce qui est noté, ce ne sont pas des choses nouvelles, hein, ce sont des choses qui se voient en formation agricole, voilà. Mais l'idée c'était de montrer en quoi tous ces savoirs ils sont d'autant plus importants, donc au regard de l'évolution du contexte agricole, et de dire pourquoi du coup ils prennent de plus en plus d'importance. Et puis aussi, c'était de dire, on peut pas tout apprendre en formation initiale, hein, donc, mais la formation initiale, elle apporte les bases, donc du coup, pour derrière, être capable de monter en compétences. Donc pouvoir s'adapter à ce contexte qui évolue. Alors pour l'agriculteur, ça va vraiment concerner tous les aspects de l'exploitation, hein, que ce soit son système, la recherche de capitaux, enfin bon, je détaille pas. Pour le salarié, ça va être plus sur des aspects plus techniques, hein, de techniques de production, d'utilisation des matériels, suivi des normes sanitaires ou des normes de qualité. Donc là, je vais reprendre juste quelques éléments de l'étude pour voilà, illustrer avec deux, trois exemples sur chaque type de savoir là, qui sont notés. Alors, sur les savoirs agricoles, là, c'est donc l'agronomie, les productions végétales, la zootechnie. Donc ça, ce sont des fondamentaux qui ne changent pas dans le temps. Mais c'est vrai que dans l'exercice du métier, il va falloir monter en compétences pour être plus à même, alors notamment de prendre en compte tous les problèmes actuels autour de l'environnement, du climat ou de la gestion des ressources. Donc concrètement, ça veut dire être plus à l'écoute de son environnement, être plus pointu dans ses pratiques, avoir une meilleure connaissance des espèces ou des variétés. Et puis c'est pareil sur la prise en compte du bien-être animal, hein, on en a parlé tout à l'heure, il faut mieux connaître les espèces, leurs besoins, leurs particularités comportementales, et donc c'est de l'observation, et tout ça donc pour améliorer les pratiques. Alors après sur donc les outils numériques, alors là c'est clair, on peut pas tout apprendre en formation initiale, hein, ça change, ça évolue, il y en a beaucoup. Et puis ces outils, on les retrouve dans tous les domaines de l'exploitation, hein. Alors ça va notamment permettre de faciliter le travail. Alors c'est par exemple tous les robots pour la traite, hein, enfin les robots de traite, alors tout le monde n'en a pas, hein, mais voilà. L'alimentation des animaux, le nettoyage des bâtiments, et on a des outils de pilotage automatique, hein, pour la conduite du tracteur, je sais pas, régler la température dans des bâtiments. Ça permet aussi d'améliorer la rentabilité de l'exploitation. Là, on peut penser à tous les logiciels de gestion technico-économique, hein. Et puis, on a toutes ces outils ou technologies, elles permettent aussi d'améliorer les pratiques d'un point de vue environnemental. Et on peut parler, là, par exemple, de l'agriculture de précision, voilà, enfin, c'est vraiment, on est là-dedans, quoi. Alors, c'est aussi pour le côté rentabilité, hein, mais c'est vrai que pour l'environnement aussi, il y a vraiment plein d'outils qui permettent de mieux gérer l'exploitation de ce point de vue-là. Donc alors là, on a voir tout ce qui est objets connectés, les drones, les capteurs, que ce soit dans les champs ou les bâtiments, ça va permettre de collecter des informations sur l'état des sols, des plantes, le comportement des animaux. C'est aussi beaucoup de données, hein, c'est l'utilisation de la donnée. On va collecter des données pour les analyser et agir en fonction des résultats, hein, que ce soit, alors des exemples, hein, les rations alimentaires des animaux, la gestion des intrants, tout ça. Voilà, il y a d'autres utilisations, mais je détaille pas parce que je parie que
Ça va être trop Oui, Anne, long. je propose Ouais, effectivement que peut-être on avance un on petit peu avance, plus ouais, sur cette partie-là pour pouvoir avoir le temps de présenter aussi les différents ouais. profils. Ouais. Alors, après, un autre domaine important, c'est tout ce qui concerne la connaissance de l'environnement agricole, hein. Là, en formation initiale, il faut susciter cette habitude de veille, hein. Alors que ce sont souvent des sujets qui intéressent peu les jeunes, mais c'est essentiel de connaître les marchés, le contexte économique, politique, tous les enjeux autour de l'agriculture, pour comprendre ce qui se passe et ne pas subir les événements, mais bien comprendre ce qui se passe et pouvoir agir efficacement. Alors un exemple, c'est sur les marchés agricoles. Par exemple, c'est important de savoir pourquoi le prix du lait ou le cours des céréales est à tel niveau. L'énergie, c'est pareil, il faut comprendre les marchés de l'énergie pour se dire, est-ce que moi, c'est intéressant pour moi de me lancer dans de la production d'énergie? Ou les tendances de consommation, c'est important pour adapter sa production ou ses modes de commercialisation aux attentes des consommateurs. La gestion d'entreprise, c'est pareil. On Alors, voit bien que ça devient de plus en plus important, effectivement, pour pouvoir aussi s'installer et se mettre à son compte. Ouais, donc voilà, gestion d'entreprise, c'est important pour la stratégie, recherche de capitaux, gestion des ressources humaines, on a vu avec le développement du salariat. Donc en gros, je passe. Il faut être quand même autonome aussi pour gérer son exploitation, hein. L'idée, c'est d'être autonome tout en s'entourant aussi, hein. Il faut savoir s'entourer parce que savoir où aller prendre les conseils, voilà. Et enfin, sur les savoir-être, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des savoir-être dans de nombreux domaines professionnels et en agriculture, ça n'y échappe pas. Donc, alors il y a tout, il faut savoir s'adapter. Donc pour ça, il faut être curieux, ouvert d'esprit, hein, pour être en capacité derrière de s'adapter, de faire des choix. Au niveau de la production, on en a parlé, hein, l'observation, être à l'écoute. Bon, ça, j'ai déjà évoqué. La rigueur professionnelle aussi, on l'a vu avec tout ce qui est normes, règles sanitaires, maîtrise sanitaire. Il y a aussi tout le développement de cahiers des charges, avec par exemple les labels, les règles en matière de traçabilité, voilà, donc ça exige de la rigueur. Et puis aussi en termes de communication, c'est vrai qu'on est dans des métiers où on communique alors avec son associé, son salarié, mais de plus en plus avec finalement tous les acteurs qui entourent l'agriculture, hein, que ce soit les consommateurs, les collectivités, les associations, les voisins, voilà, le grand public, hein, on pense aux réseaux sociaux, hein, on parle beaucoup. Donc voilà, il faut savoir échanger, dialoguer et aussi expliquer ses pratiques. Alors du coup, j'avance. Donc il y avait une deuxième partie donc de l'étude qui était là on est reparti en fait de profils d'exploitation qui avaient été construits. Voilà, on va regarder les différents profils d'exploitation. On est reparti d'une étude de l'Union européenne qui avait été faite en 2020 où 12 profils d'agriculteurs avaient été construits. Donc là on en a dans l'étude on en a repris 7. On a approfondi sur l'aspect des compétences et là l'idée c'était que je vous en présente 4. Donc ceux qui sont à gauche. Alors Alors, je d'abord on pense que avait Anne, peut-être, on pourra peut-être pas présenter les les quatre, mais c'est un 4. peu l'idée de dire que voilà ce que vous trouverez en fait dans l'étude en termes de profil, si vous souhaitez en savoir plus, et peut-être se dire qu'on en présente voilà deux aujourd'hui et que les personnes pourront aller plus loin, parce que là il est 56, on va pas avoir le temps de présenter les quatre. D'accord, je vais présenter les deux premiers, si, hein. Donc, l'agriculteur adaptatif en diversification d'activités, là, c'est qu'en fait, par rapport à aujourd'hui, on a des agriculteurs qui se diversifient dans différentes activités. Là, en 2040, on est vraiment dans une version XXL. Donc, en gros, cet agriculteur, voilà, il est dans plus de domaines, des domaines nouveaux. Et donc, en fait, il fait cela notamment pour s'adapter à une demande très volatile et saisir des opportunités de développement. Donc, du coup, il doit être agile, il doit être capable d'expérimenter de nouvelles activités, et ça en fonction de la demande. Ce qui caractérise particulièrement cette exploitation, c'est qu'on est du coup dans une structure complexe, hein, que ce soit en termes d'activité, de partenariat, de sources de financement, d'organisation. Et du coup, il doit avoir une réflexion systémique, hein, pour gérer au mieux, donc de manière complémentaire et cohérente, ces différentes activités. Puis, il travaille aussi en réseau, hein, notamment pour s'informer, développer de la connaissance ou trouver des réseaux commerciaux. Enfin, voilà. Alors, je ne vais pas aller plus loin.
L'agriculteur de précision à haute technologie, donc lui, lui, il optimise tout ce qui est rendement, il est vraiment dans l'agriculture de précision avec un système très automatisé. Il le fait donc pour être plus rentable, mais aussi hein, pour prendre en compte toutes les problématiques liées au changement climatique, en gros aux problématiques environnementales. Donc il adapte son système pour qu'il soit économiquement performant et durable sur le plan environnemental. Donc il innove, il teste, il utilise des technologies poussées, disons. Donc là, alors là, en termes de compétences, forcément, c'est tout ce qui est technique de production, technologie numérique. Il gère aussi beaucoup de données hein, pour les analyser et optimiser son système. Et puis, il doit être forcément en veille et se former régulièrement pour s'adapter et rester dans la course. Alors du coup, bon, on avait le néo-rural, hein, voilà, enfin bon, Peut-être que ce qui- que je te ouais, propose, Anne, c'est peut-être que tu remettes la diapo, la première diapo où on voit la diversité de profils et ouais. simplement qu'on les parcourt ensemble pour que les personnes, voilà, voient au moins le type de profil qui a été voilà, envisagé et puis savoir qu'il y a des éléments d'information sur le lien que je vous ai mis dans le chat sur ces différents profils. Donc effectivement, il y a l'agriculteur néo-rural. Il y a l'agriculteur urbain et puis après, il y avait les autres catégories, l'agriculteur salarié. Alors, est-ce que tu veux peut-être les présenter, Anne? Rapidement, alors enfin bon, l'urbain, voilà, il est en ville, alors il a un gros contact avec la population, donc voilà, c'est une caractéristique. Et il est lié beaucoup aux collectivités, aux bailleurs sociaux, parce qu'il travaille dans le milieu qui est géré par la collectivité ou des bailleurs. L'agriculteur salarié, lui, en fait, c'est l'agroalimentaire a intégré l'activité agricole dans son activité globale. Donc, il est ça. Du coup, il gère une exploitation pour le compte de l'agroalimentaire qui, comme ça, sécurise ses approvisionnements. L'agriculteur en intérieur, en environnement contrôlé, lui, en fait, là, c'est vraiment l'agriculture dans une boîte où tout est contrôlé. Vraiment, et on produit toute l'année, par exemple, alors des choses pas trop grosses, hein, mais on est vraiment sur un processus de fabrication hyper Maîtriser, normé, contrôler. disons. Mm. Le néo-rural que j'avais passé, lui, en fait, c'est des agriculteurs qui viennent, qui quittent les villes, en fait, et puis qui sont aidés par une coopérative qui va leur fournir une exploitation, les aider sur plein d'aspects. Et en fait, eux, ils recherchent une qualité de vie dans l'activité agricole. Euh, et puis, ils ont ce lien avec le rural et l'urbain, voilà, qui leur permet de peut-être mieux répondre à certaines demandes qu'attendent les urbains. Et puis alors le fabricant de cellules, là, moi là c'était le plus, enfin voilà, c'est en gros c'est de fabriquer de la viande à partir de cellules d'animal, mais voilà de les cultiver, c'est de la viande hors sol quoi. Enfin Oui, juste on prend ok. quelques cellules, on les met dans des, je sais pas quoi, des machines et ça fait de la viande. Mm. Alors ça peut, c'est des ingrédients pour l'industrie agroalimentaire, ça peut être des protéines, de la matière grasse, mais aussi de la viande, voilà. Donc là on essaie sur des choses plus extrêmes. Euh, donc D'accord. voilà, il y avait une diversité, enfin l'idée c'était de dire qu'il y avait une diversité de profils, donc du coup derrière une diversité de compétences, avec quand même des choses qui ressortent quand même en termes de compétences, et notamment pour les agriculteurs, la fonction de gestion d'entreprise, prise en compte des attentes des consommateurs, de la société, ça ressort partout, et puis tout ce qui est système, technologie, et notamment pour agir sur les questions, les problématiques environnementales au sens large. C'est un peu ça les conclusions aussi derrière. D'accord, merci beaucoup Anne pour l'ensemble de ces éléments. Peut-être on va arriver à la fin de notre webinaire. Je voulais donc vous redire que vous avez donc les liens vers les études directement dans le chat. Vous retrouverez le replay du webinaire avec également des éléments dans un article qui sera publié dans quelques jours sur le site du greffe. Euh, je voulais également juste laisser la parole à Louise, une petite minute pour qu'elle puisse nous faire part des événements autour de l'agriculture qui vont avoir lieu en septembre. Louise, je te laisse la parole.
Merci Sylvie. Effectivement, dans les prochains jours, il y a plusieurs événements où vous êtes bien évidemment conviés. Le premier, c'est dès jeudi. Dès jeudi 12 septembre, il y a une rencontre régionale sur le handicap en agriculture. C'est une journée dédiée aux agriculteurs, aux salariés et également aux demandeurs d'emploi qui seraient en situation de handicap avec une journée entière. Donc, c'est à Moustoirac, dans le Morbihan, ce jeudi. La semaine prochaine, il y a le grand événement qui se tient chaque année à Rennes qui s'appelle le SPACE, le salon professionnel de l'élevage, où vous pourrez retrouver la Chambre d'agriculture et la NEFA dans le hall 5. Donc ça se tient du 17 au 19 septembre à Rennes. Et enfin, la dernière info, c'était les voyages en agriculture. Sachez que vous avez dans le chat les prochains voyages. Il y en a qui se tiennent dès le 20 septembre à Auray, 24 septembre à Lesneven, le 3 octobre à Menrock et le 24 octobre à Quimper. On vous mettra également le lien pour trouver l'intégralité des dates dans les prochains mois. Voilà. Merci Sylvie. Merci beaucoup, Louise. Donc, juste vous redire que le replay donc, sera disponible sur le site du greffe. Vous invitez également, si ça peut vous intéresser, on organise le prochain rendez-vous du greffe qui sera donc la présentation d'une étude sur les métiers en tension le 27 septembre. Je vais vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez vous inscrire directement. Voilà, bah écoutez, merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup à Nolwenn pour son témoignage. Vraiment, merci, c'était très concret et très intéressant. Et puis, merci également donc, à Anne et Louise pour le partage de ces informations. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.